flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Alors aujourd'hui, on est toujours au mois de mars et on parle de la santé et on a de la chance de recevoir Pascaline et Aude qui vont nous parler de la ménopause. Vous voulez vous présenter en quelques mots ? Bah ouais, avec plaisir. Je m'appelle Aude Ayo. J'ai 45 ans. C'est pas vrai, mais je continue à dire que j'ai 45 ans, c'est beaucoup mieux. Ok, on est ok avec ça. Je suis podcasteuse. J'ai lancé un podcast qui s'appelle La fin des règles il y a 1 an maintenant pour aller poser des questions aux femmes, leur demander comment elles vivent pour de vrai la ménopause, mais plus précisément, en fait, c'est un point de départ. Le vrai sujet, c'est la midlife. C'est comment on vit, le corps qui change, comment on l'accepte pas, le désir, le couple, l'amour, les enfants, les parents, enfin surtout ta mère, ta fille, qu'est-ce qu'elle t'a transmis, qu'est-ce que tu veux pas transmettre à tes enfants que tu as reçu d'elle et que tu questionnes à ce moment-là, comment tu rediriges ta vie, toutes ces questions-là qu'une femme se pose et qui ne se voit pas forcément, et j'avais envie d'aller poser des questions un peu intimes aux femmes. Et là, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est nous qui allons poser les questions. Eh bien, bonjour. Donc, moi, c'est Pascaline Limbroso. Et alors, Aude, tu m'as fait rire parce que moi, j'ai 53 ans et je me trompe tout le temps. En ce moment, je dis que j'ai 54. Donc, tu te vieillis, toi. je me vieillis. Mais bon, moi, l'âge, c'est qu'un chiffre en réalité. Donc, moi, je suis naturopathe, praticienne de shiatsu, moon mother et facilitatrice psyché, bien-être et santé optimale. J'accompagne les femmes à préparer et à traverser la périménopause. Parce que moi, je suis convaincue que c'est une étape initiatique dans la vie des femmes, dans la midlife, justement, et que nous pouvons nous emparer de notre puissance, en tout cas, à ce moment-là de la vie. Et j'œuvre aussi, j'ai envie de dire, je milite contre tous les discours sociétaux, des journaux, des je ne sais qui encore, où on voudrait que la femme ne soit plus rien ou soit réduite à des inconforts ou au vieillissement d'un seul coup à 50 ans. Donc j'œuvre aussi pour élargir les perceptions au sujet de la ménopause. Super. Et tu as un podcast aussi. Ah mais c'est vrai, j'ai oublié plein de choses. Donc Oui, voilà. C'est ça quand on fait plein de choses. J'ai un podcast qui s'appelle Au cœur de la femme où bien les premiers épisodes étaient vraiment consacrés au cycle menstruel parce que pour moi la ménopause n'est pas déconnectée de tout ce que nous vivons, c'est inclus dans notre vie et la ménopause est très en lien avec notre cycle menstruel. Et maintenant j'avance sur différents sujets en lien avec les piliers de soutien de notre équilibre de la ménopause. Et puis il arrive aussi que j'interviewe des personnes dans ce podcast et je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Ménopause, métamorphose. C'est un beau programme qui nous attend pendant ce podcast. C'est ça, je dis qu'à la ménopause, il faut oser avec grâce et audace. Donc nous sommes là pour ça. Oui. Voilà, on va essayer en tout cas. Et comment ça t'est venu, Aude, toi, de parler de ça? Enfin, est-ce qu'à un moment donné, ça a été une reconversion professionnelle? D'où est venue l'idée? Enfin, la genèse, en fait. Et parce qu'on est d'accord, Aude, toi, t'es ménopausée ou pas? Je suis pas ménopausée, non. Voilà, donc c'est né d'une envie de savoir, c'est ça, ouais. pas qui te concernait personnellement sur le moment, en fait. Si, c'est aussi venu de mon corps. Si, effectivement, ça a été un ensemble de choses. D'abord, j'ai changé de job. En fait, j'ai arrêté un boulot que je faisais dans l'immobilier depuis 6 ans et que j'adorais. Et donc, j'étais vraiment dans une période de transition professionnelle où je voulais me laisser du temps pour explorer un peu tout. Donc, je me suis inscrite à un cours de théâtre pour commencer l'année. Je me suis dit, voilà, on va faire ça. Et puis, je sentais des changements dans mon corps qui sont assez imperceptibles en vérité. Mes règles se rapprochaient, mais très peu. Hein. On parle au lieu de 28 jours, c'était 25 jours. Puis après, ça remontait, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et je sentais que c'était pas tout à fait pareil, mais pas grand-chose. Mais quand même, je me disais, j'ai plus le corps de mes 40 ans. Et puis aussi, ma mère, elle a des problèmes de santé, elle a l'ostéoporose et c'est génétique. Moi, je suis un peu maigre en fait. Je fais pas assez de sport, donc entre la génétique et l'état de mon corps aujourd'hui, je me dis que je suis à risque d'ostéoporose et qu'il fallait que j'anticipe, que je sache un peu ce qu'il fallait que je fasse pour prévenir, parce que quand elle arrive, c'est trop tard. Ma mère, elle a eu 3 fractures d'affilée entre 75 et 80 ans. Et aujourd'hui, elle se tient un peu voûtée, un peu comme ça. Et donc moi, je voulais m'entretenir et j'avais pas de réponse de ma gynécologue. Alors je suis allée voir ma gynécologue vers 42 ans. Je dis bon, ça y est, j'ai fait 3 bébés. De quoi on parle maintenant? Prochaine étape, la ménopause. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre les hormones? Je dois pas prendre les hormones? Il paraît que c'est pas bien. Et elle m'a juste répondu, bah vous avez bien le temps.
Et puis je lui en veux pas parce qu'elle prend 15 minutes par patient. Oui, c'était loin, mais j'ai pas eu mes réponses en fait. Et puis j'ai laissé ça traîner un petit peu comme ça de côté. Et puis ensuite, j'ai découvert ce qui se passait en Angleterre. Et là-bas, la question de la ménopause, elle a vraiment été prise à bras-le-corps par des associations, par les femmes. C'est devenu un sujet sur la vie professionnelle. Il y a eu beaucoup de sondages qui ont été faits et qui ont sorti des chiffres. Et là, quand j'ai vu les chiffres, je suis tombée de ma chaise en fait. Parce que les chiffres, c'est 20% des femmes qui refusent une promotion à cause des symptômes de la ménopause, 10% d'entre elles qui partent en congé, enfin qui quittent leur job. Et je me suis dit, ok, là, donc j'ai 45 ans. Ça, c'est ma vie dans 5 ans. Je sais pas. Je suis pas au courant que ça peut être ça. Moi, je croyais que c'était juste quelques bouffées de chaleur et rien d'autre. Mais si je sais pas, c'est que personne sait. Donc, j'ai eu envie de poser des questions aux femmes, d'aller les voir, leur dire, mais comment tu vis? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as des symptômes? Lesquels? Est-ce que tu te mets du gel sur le bras tous les matins ou pas? Voilà, j'avais envie de comprendre comment les femmes vivaient véritablement ce moment-là, qui moi-même, en fait, me stressait. J'avais j'avais peur de vieillir, je pense. Et donc, ce que j'ai entendu et ce que Pascaline va dire, je pense, ça m'a totalement rassurée. Hein. Ça m'a fait voir des choses que je ne voyais pas, parce qu'elles sont un peu cachées finalement par le discours sociétal dont tu parlais au début. Eh bien moi, la ménopause, elle s'est invitée dans ma vie par hasard en fait. Je venais, donc j'avais 40 ans, je venais de terminer ma reconversion professionnelle en naturopathie. Et 40 ans, ça a été vraiment un tournant dans ma vie, parce que j'ai pris conscience de plein de choses. Et puis, il y a plusieurs éléments qui m'ont marqué et qui m'ont mis sur ce chemin. Le premier, ça a été une de mes enseignantes qui a prononcé cette phrase, que je pense être la seule à avoir entendue, c'est « Mesdames, la ménopause ne vous tombe pas dessus comme ça, elle se prépare 10 ans avant ». Et donc, moi, j'avais en mémoire que ma mère avait été ménopausée à l'âge de 50 ans. Donc, je me suis dit, 10 ans, ouais, c'est maintenant, en fait. Et moi, je me suis emparée de cette phrase tout simplement parce que donc je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, enfin j'en ai beaucoup moins maintenant, qui avait beaucoup d'énergie et je ne supportais pas mon cycle menstruel, tout simplement parce qu'il y avait 2 semaines dans le mois où j'étais épuisée et où mon corps ne faisait pas ce que je voulais. Donc moi je me dis mais la ménopause en fait ça va être la fin des menstruations, c'est juste génial. Et puis c'était teinté aussi par l'énergétique chinoise. Puisque dans ma formation en shiatsu, on est formé à l'énergétique chinoise, parce que les Chinois disent de la ménopause que c'est le 2e printemps de la femme. Donc moi, ça me faisait quand même un peu rêver, ce 2e printemps, parce que intellectuellement, je savais que c'était le déploiement du plein potentiel de la femme, qu'elle pouvait accéder à toute sa créativité, et surtout son énergie est complètement dirigée vers elle-même. Et alors là, ça aussi, ça me faisait rêver, parce que je me disais, bon, j'aurai plus mes menstruations, je vais avoir mon plein potentiel. C'est quoi cette histoire de 2e printemps? En fait, moi, je visais l'après-ménopause. Et c'est comme ça que je me suis mise en chemin. Et puis surtout, un autre déclic, ça a été cette notion d'épigénétique. Moi, donc à l'âge de 40 ans, donc c'était il y a 13 ans, j'ai découvert l'épigénétique, qui est cette science qui dit que 95% de l'expression de nos gènes est influencée par notre manière de vivre. Parce que nous mangeons, parce que nous buvons, parce que nous respirons, par le mouvement que nous mettons en place dans notre vie, par nos relations. Et moi, ça a été une révélation, en fait, de comprendre l'épigénétique, c'est-à-dire que ça m'a ouvert ma vie à 360 degrés, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'est pas possible, en fait? Ça veut dire que si je mets quelque chose en place, il va y avoir une influence, c'est-à-dire je plante des graines aujourd'hui pour que demain, il y ait quelque chose de différent. Et ça a vraiment résonné en moi, donc j'avais... Ok, cette phrase, la ménopause, ça se prépare. Cette idée du 2e printemps qui, quand même, moi, ça me faisait rêver. Je me disais, je me trouvais un peu, en plus dans ma vie, c'était un moment où j'étais assez, je me sentais enfermée. Et ça, pour moi, c'est significatif du début de la périménopause, c'est que je sentais que les contours que je m'étais dessinés pour ma vie, ils étaient trop petits. Que j'étais dans un moule qui était pas, j'étais plus confortable dedans. J'avais envie de pousser des choses. Et puis c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, il y a eu tout ça à l'âge de 40 ans. Et c'est ce qui m'a mis sur le chemin de me dire, ok, comment je fais pour... Parce qu'au départ, je n'accompagnais pas du tout les femmes sur ce sujet. Et t'étais pas encore ménopausée, on est d'accord? Non, je ne l'étais pas. Mais je me suis dit, en fait, comment je fais pour préparer ma ménopause, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué à me former, que j'ai rencontré des femmes qui transmettaient aux femmes, parce que c'est vrai que dans ma famille, tout ce qui a trait au féminin, ça ne se transmettait pas vraiment. Donc, je suis allée explorer ce que je pouvais faire, en fait, par moi-même, et toujours par des moyens naturels. Je me dis, qu'est-ce que je peux mettre là en place maintenant, tout de suite, sans que j'ai rien besoin d'acheter quelque part.
Et donc j'ai cheminé comme ça, et puis effectivement mon cycle a commencé vraiment à se raccourcir d'un coup, donc c'était très fatigant. Et mais je m'étais déjà mise à l'écoute de mon corps, de ma nature cyclique depuis l'âge de mes 40 ans, donc ça a commencé à peu près à se raccourcir. J'avais 45 ans, et ça a duré 3 ans, donc de 45 à 48. Et j'aime dire ça parce que me reconnecter à mon corps, c'est quelque chose qui a été extrêmement important dans ma traversée de la périménopause, parce que du coup, je comprenais ce qui se passait pour moi. J'étais pas dans le flou de mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore que ce truc qui va me tomber dessus. J'arrivais à décrypter, à comprendre ce qui se passait. Donc, on était devenus hyper copains avec mon corps, en fait. Et j'aimais bien les informations qu'il m'envoyait. Et c'était l'été de mes 48 ans, en fait. J'ai eu mes menstruations pour la dernière fois. Et je savais que c'était la dernière fois. Mais c'était vraiment au profond de moi, je savais que c'était la dernière fois. Alors, je pouvais très bien me dire ça et puis que ce soit pas vrai, hein, mais la suite a montré que oui, c'était la réalité. Donc moi, j'ai eu ma ménopause à l'âge de 48 ans. Et ensuite, j'ai commencé à me dire, mais parce qu'il y a eu nous avons eu un confinement entre mes 48 ans et aujourd'hui. Et c'est au profit du confinement où j'ai eu quand même à accompagner la fin de vie de mon père, mon mari qui a eu un Covid très long et était très malade. Donc j'ai mis un peu ma vie professionnelle, pas vraiment en pause, mais un peu entre parenthèses quand même. Et puis c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de moi? Et donc j'étais un peu face à presque à arrêter en réalité. Je me disais, mais est-ce que ce que je fais, c'est vraiment pour moi ou pas? Et puis je me suis connectée à ce que j'avais traversé. Et puis qui m'animait, en fait. Puis je me suis dit, mais en fait, pourquoi je transmets pas ce que moi j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu explorer? Comment je peux en faire quelque chose pour accompagner les femmes? Et puis c'est comme ça que c'est né, tranquillement. Et l'idée du livre, c'est pas moi qui l'ai eu, donc en fait on est venu chercher. Donc tout s'est rassemblé d'un seul coup. J'avais l'idée de faire le podcast Au cœur de la femme. J'avais l'idée de faire un programme d'accompagnement en ligne pour les femmes. Et puis le livre est arrivé. Donc l'écriture d'un livre, en fait, c'est que ça ça a été ça pendant 5 mois en réalité. Et puis c'est comme ça que je me suis autorisée à accompagner les femmes sur ce chemin à partir de mon expérience, à partir de mes connaissances aussi, et puis surtout à partir de ce que j'observais dans la société, comme tu le disais, Aude, tout à l'heure, effectivement, de comment le sujet était traité, puis surtout très mal traité et mal aimé. Au-delà de tabou, je trouve que, parce que finalement, la ménopause, c'est un sujet dont il est question, mais uniquement par le biais des inconforts. Ou par le biais, comme si c'était une maladie ou un problème à régler. Oui, puis je trouve qu'on a un peu, enfin bizarrement, il y a une petite honte par rapport à la ménopause. Et c'est vrai que moi, la dernière fois, j'étais avec des collègues de travail et je leur dis, ah ben là, je suis en train de préparer l'émission sur la ménopause. Et en le disant, je me rends compte que je dis ça à des hommes. Et tout de suite, je leur dis, donc je leur formule, je leur dis, vous pensez que c'est normal qu'à ce moment-là, je vous dis ça et j'ai honte? Alors qu'en plus, je suis pas dans ce processus-là. Et même si je l'étais, et vraiment, là, j'ai réalisé que c'était quelque chose, oui, on met les femmes ménopausées, on a un peu honte, en fait. Il y a un truc de honte sociétal qui dit, à partir de cet âge-là, on est moins représenté déjà à l'écran, on est moins représenté partout, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et vous avez ressenti, vous, des femmes que vous avez rencontrées dans ce cas-là, en fait, ou Aude, peut-être tu peux répondre? Qui sont gênées qui sont gênées d'en parler, qui en ont un peu honte et qui c'est très difficile pour elles justement de passer ce passage. Moi, j'ai du mal à trouver des invités. J'ai eu beaucoup de non en fait. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, écoute, non, je veux pas m'exposer sur ce sujet-là, je viens pas dans le podcast, c'est pas possible. Donc c'est difficile pour moi de trouver des invités. En dehors de celles qui travaillent dans le secteur, bien sûr, et puis certaines quand même que j'arrive à donner envie de parler. Mais c'est vrai que ça a été très dur au départ parce que je me suis heurtée à beaucoup de refus. Et je comprends parce que je pose des questions qui sont aussi assez intimes. J'ai envie que les gens se livrent et parlent de façon très juste et très honnête de ce qu'ils traversent, de ce qu'ils acceptent et de ce qu'ils acceptent pas, de ce qu'ils vivent, parce que
c'est difficile aussi. Surtout difficile pour celles qui sont pas préparées. Moi, j'ai interviewé notamment ma cousine au tout début du podcast. Alors, elle me suit dans toutes mes aventures. Elle a dit oui sans savoir à quoi il fallait s'attendre. Mais elle, c'est vraiment une femme qui m'a décrit ce rendez-vous chez le gynécologue où il lui dit, bon, ça y est, là, vous êtes ménopausée. Et où elle l'a pris comme une espèce de claque, de moment, de petite mort, de choses, de ah bah il y aura plus d'enfants alors. Mais elle en avait 3, elle en voulait plus, c'était pas le sujet. Mais pour tellement de femmes, ça fait cet effet-là. Elle me raconte ce rendez-vous chez le gynéco où elles ont l'impression que c'est monstrueusement violent ce qu'on leur dit. Et la vérité, c'est que c'est pas si violent que ça. Hein. C'est juste que les femmes sont pas prêtes à l'entendre. Une autre femme que j'ai interviewée, ça va sortir bientôt. Elle m'a dit non mais j'en ai pleuré. Je l'ai même pas dit à mon mari d'ailleurs. Et c'est juste le médecin qui lui dit bon voilà là vous êtes en périménopause, enfin c'est pas un drame, mais c'est pas su par les femmes, elles savent pas qu'elles vont vivre ça et du coup elles le prennent comme tu le dis comme la chose honteuse et taboue qui signe l'arrêt de la procréation, l'arrêt de leur valeur en tant que femme. Et si ça n'a pas été pensé avant, c'est très dur. Et même pensé avant, je sais pas comment je vais le vivre moi. Donc parce que je me demande s'il y a pas aussi quelque chose dans l'inconscient collectif qu'on a tous pris, c'est-à-dire que la femme depuis des temps et des temps était juste là pour faire des enfants. En fait, sa fonction réelle est de faire des enfants. Donc, effectivement, quand t'es ménopausée, tu ne peux plus avoir d'enfants, c'est la nature. Donc, en gros, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, il y a ce truc de quand tu es ménopausée, tu ne sers plus à rien dans la société. Ouais. Et qu'on est resté sur ces anciens schémas d'inconscient collectif, femmes et hommes confondus. Très ancrés. Très ancrés malgré nous. Ouais. Et tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que la ménopause est très associée tout de suite à l'idée de vieillir. Donc, comme il m'arrive de préparer des cours ou des masterclass, donc je cherche des photos je tape sur Canva notamment femmes ménopausées, et là on me montre des photos de femmes qui ont plutôt 60, 65 ans. Moi ça me fait tellement rire. Mais oui, je fais ça sur journée, toute la journée. Je tape menopausal woman et je me tape une attaque des rires. C'est ça. C'est tellement drôle. Et donc je trouve que c'est vraiment aussi hyper important quand on s'autorise à d'en parler pour montrer autre chose que des photos de femmes qui ont 65 ans, parce que la ménopause, elle arrive bien avant 65 ans. Et donc, moi, j'en ai 53, je me trouve pas vieille, j'ai le visage que j'ai, mais en tout cas... très belle. Mais peu importe, en réalité, mais en tout cas, de montrer qu'on est encore dans une dynamique, en fait. La ménopause, c'est ça, c'est qu'on change de dynamique. Il y a plus cette dynamique de la fécondité pour la reproduction, mais on est dans une dynamique totale pour être plus féconde à nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut faire passer comme message. Et que ça n'est pas ni la fin de nous en tant que femmes ou tout simplement en tant qu'être humain aussi, et que il y a autre chose derrière. Et j'ai beaucoup aimé quand tu disais c'est un peu comme une petite mort, mais c'est la réalité parce que c'est la fin d'un cycle. Et donc toute fin de cycle correspond à un nouveau début de quelque chose, et ça peut être vécu comme un deuil. Comme un deuil. Et moi je vais vous raconter quelque chose. J'organise un atelier sur alimentation et ménopause, et la personne avec laquelle je l'organise en a parlé dans son cours de yoga, et il y a une des élèves qui lui a dit mais c'est quoi ce truc mortifère que tu organises? Et donc c'est horrible. Ben ouais, c'est horrible. Donc comme si d'un seul coup la ménopause s'est associée à quelque chose de mortifère. Et vraiment, moi, Aude, je te remercie de partager aussi avec des personnes qui viennent se livrer, parce que plus nous serons nombreuses à parler sur ce sujet de manière libre, d'expliquer ce qui se passe pour nous et qui n'est pas si dramatique, de se dire qu'on peut le préparer et qu'en tout cas on peut faire évoluer nos perceptions, parce que je suis sûre que tu vas très bien la passer, ta ménopause, Aude. Moi, elle est déjà passée, et je crois que ce qui m'a le plus aidée, c'était de savoir que c'était pas définitif, que c'était qu'un passage, et d'avoir déjà travaillé sur ma perception de ce passage-là. C'est sûr que si si je m'étais jamais posé la question, je pense que peut-être ça aurait été difficile. Mais comme je le préparais, donc j'observais un peu, je me disais mais comment j'ai envie de le vivre, comment j'ai envie d'être après. Moi, il y avait vraiment cette idée là, ce fameux deuxième printemps, puisque on sommes au mois de mars et c'est le mois du printemps. Donc c'était ça, c'est de quoi j'ai envie pour moi après. Ça, c'était vraiment super important. Donc, je m'étais propulsée dans une autre, dans autre chose. Il y avait ce passage-là, je savais que c'était un passage. Puis moi, j'ai eu plein d'inconforts. Hein. C'est même en me préparant, j'ai eu des inconforts. Mais j'étais rassurée que ça n'allait pas durer.
C'est marrant parce que j'ai l'impression, en vous entendant, qu'il y a 2 types de personnes aussi qui vont vivre la ménopause. Il y a le type de personne, qui a eu, comme tu l'as répété, 2 fois, toutes des gens que tu connais qui avaient eu 3 enfants. Tu as eu des enfants, j'imagine? J'en ai 2. Et c'est vrai que, nous, par exemple, on n'a pas d'enfants. Et on ne sait pas, peut-être qu'on est encore en capacité d'en avoir, donc on en aura peut-être. Et c'est vrai que je pense vivre la ménopause quand tu as déjà eu une famille, même si il y a toujours ce deuil de se dire qu'il y en aura pas un autre et que je l'entends et j'ai lu plein de choses là-dessus, c'est toujours un deuil à faire. Mais c'est vrai que ce passage quand tu n'as pas été mère, je pense que c'est 2 choses différentes. Il y a double peine entre guillemets, il y a 2 choses à gérer en même temps, plus que juste tout ce qu'on va dire sur après les inconforts, tout ça et comment on imagine. Ouais, je pense que vous avez eu des gens, vous pouvez rebondir là-dessus ou... Ouais, moi, j'ai une femme qui a pas eu d'enfant parmi celles que j'ai interviewées et qui dit ça, qu'effectivement, elle vient d'une famille italienne, elle me dit les enfants c'était tout, et puis finalement la vie a fait qu'au bout d'un moment, voilà, ménopause et pas eu d'enfant, et c'était, effectivement, c'est exactement ce que tu décris, plusieurs deuils en même temps, en plus elle a perdu ses parents, donc il y a eu vraiment, tous ces deuils à gérer en même temps, et effectivement, c'était un vrai renoncement, et peut-être que ça participe aussi des symptômes à ce moment-là, parce que, comme tu le disais, c'est que les symptômes sont aussi très liés à la façon dont on les accueille. Quand on lutte contre les symptômes, ils sont encore plus difficiles à vivre. Quand on les accepte, en tout cas, j'ai eu des témoignages dans ce sens-là, ça passe plus facilement. Je dis pas que c'est génial et que ça marche pour tout le monde et qu'il y a pas des femmes qui font tout ce qu'il faut pour accepter, ça passe quand même pas. C'est pas magique non plus, mais ça participe. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est sûr que de se poser la question, de modifier nos perceptions, parce que comme tu le dis, en fait, finalement, au-delà de ce que chacune va vivre, c'est la manière dont elle va percevoir les situations qui va faire vraiment la différence. Donc, s'y préparer, en tout cas, ça vaut la peine. Et même quand on n'a pas eu d'enfant, c'est vrai que ça vaut de cheminer là-dessus, de se dire, OK, c'est parce que c'est encore le moment, hein, si vous en avez envie, les filles. Oui, ça Mais... c'est, on en a fait un mois de donc on va peut-être pas aller sur le sujet. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a certaines femmes pour qui c'est un choix de ne pas avoir d'enfant. Pour elles, finalement, il y a le passage de la ménopause. Et puis, j'ai eu aussi des clientes pour qui ce n'était pas un choix. Et c'est compliqué. C'est très compliqué parce que, comme tu le dis, Aude, c'est plusieurs deuils à gérer en même temps, plusieurs traversées en même temps. Et oui, que ça vient rajouter, j'ai envie de dire, un poids supplémentaire à cette transition. Et que ça vaut encore plus peut-être de s'y intéresser avant. Mais et d'en parler aussi et de dire que effectivement comme tu disais, enfin moi j'ai l'impression aussi que sur la ménopause il y a un truc aussi qui est très posé, c'est par exemple quand tu vas avoir tes règles, on dit quand tu auras tes règles, ça y est tu seras une femme. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, une petite fille de 11 ans qui a ses règles, c'est pas une femme, c'est une petite fille de 11 ans qui a ses règles. C'est ça, tout à fait. C'est une étape. Ouais. Et donc, en fait, comme on a ça aussi, quand on te dit, la ménopause, donc d'un seul coup, attends, je suis plus une femme, alors. Non, mais c'est vrai. Mais oui, Mais bien sûr. Ouais. Tout est très corrélé finalement à notre fertilité ou à notre non-fertilité. Et vraiment, il faut faire évoluer ça. Parce que nous ne sommes pas que un appareil reproducteur. Et nous ne sommes pas que définis au travers de notre fertilité. Donc, c'est sûr que ce cycle, toute cette nature cyclique nous prend presque entre 35 et 40 ans de notre vie. Donc, c'est énorme. Si bien que nous pouvons avoir parfois tendance à nous identifier à ça. Et puis c'est vrai que le cycle menstruel, il est intelligent. C'est-à-dire, il fait tout de toute façon, il oriente pour qu'on aille essayer d'avoir des enfants. Mais c'est pour ça que ça vaut de s'intéresser au cycle menstruel avant la ménopause. D'aller repérer les différentes phases, voir ce qui s'y passe. Parce que ça va participer aussi à mieux comprendre cette approche de la ménopause. Moi, je le savoure, mon cycle. Parce que je sais que ça va pas durer encore très longtemps. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et j'y suis très attentive. J'ai pas de contraception, donc vraiment, je peux vraiment sentir toutes les phases, les 4 phases du cycle. Tu veux les décrire si tu les connais bien, parce que peut-être les auditrices sont moins calées entre Non, je veux pas être aussi douée que Pascaline. Ah bon? Ah non, mais on se compare pas. Oui, je te laisse. Oui, vas-y. Dire ce que je ressens. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est important. Pendant la période où j'ai mes règles, c'est pas spécialement douloureux. J'aime pas me tenir debout. Donc, je reste assise la plupart du temps, ou alors je marche, mais j'aime bien qu'on me foute la paix et rester tranquille les 2 premiers jours, et puis après ça passe, je reprends ma vie normale. Ensuite, après les règles, j'ai plus aucun désir.
la libido à 0 et c'est un moment où en général mon mari me dit bon voilà c'est bon on peut reprendre, non moi non j'ai pas envie. Et puis très vite après ça, au bout de 7-8 jours, alors là c'est le feu, il faut vraiment y aller là. S'il rate le passage, je suis pas contente. Et est-ce que tu as repéré si ça correspondait à ta période d'ovulation? Bien sûr, Ouais, c'est bah oui, c'est exactement ça. ça. Ça dure Tout à fait. 5-6 jours quand même, c'est assez long, il a C'est du ça. temps. C'est ça. Il a de la chance, il a 5-6 Il a jours. une fenêtre de tir, si je puis dire, assez ouverte. Assez grande même. Et puis ensuite, ça redescend assez brutalement encore une fois. En tout cas, le désir, la libido, mais mes activités sont tout à fait normales. Je peux tout faire. Je suis encore très sociable et capable de parler avec enthousiasme à tout le monde. Et juste avant les règles, j'ai à nouveau les seins très tendus. J'ai dit, je vais avoir mes règles. J'ai les seins tendus. Alors je regarde, je montre mes seins qui sont super beaux, qui tiennent tout seuls sans soutien-gorge et tout. Ça fait un peu mal, mais c'est pas grave. C'est tellement joli que je prends. Et puis, juste avant les règles, alors là, regain de libido. Très marrant, juste avant. Et puis ensuite, ça redescend et le cycle reprend. Voilà comment Mais ça se tu passe. décris ça très Chez moi. bien. Ouais, j'avoue, enfin, moi, ça me parle en tout cas. Mais oui, et c'est vrai qu'il y a vraiment ces 4 phases hyper bien définies qui sont complètement liées à nos hormones. Hein. Et donc la phase où on a des menstruations, qui est plutôt une phase en réalité de retrait, de répit, où on a quand même besoin de nous reposer. Et je trouve que, enfin moi c'était comme ça, si je me reposais pendant mes menstruations, je peux dire que le mois à venir était bien. Si je prenais pas ce temps, je me traînais tout le mois. Donc c'est vraiment le temps. C'est d'ailleurs l'archétype qui correspond à la période des menstruations, c'est la femme sage, c'est-à-dire celle dans sa grotte qui prend le temps pour elle de se reposer, de se ressourcer, de se régénérer. Alors quand nous travaillons, on n'a peut-être pas le temps de prendre une journée pour nous mettre dans notre grotte, mais en tout cas prendre des moments. C'est pas forcément une journée, ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-heure, ou bien le soir, de s'aménager du temps. C'est hyper important. Ou juste en avoir conscience, déjà, c'est... En avoir conscience, et puis si nous vivons en couple ou avec des enfants, c'est aussi le dire. Moi, je sais que je portais, quand j'avais mes menstruations, je portais un bracelet avec des perles rouges. Ça, tout le monde savait que il fallait que je me repose. Fallait pas t'embêter, fallait te Non, laisser te là, couler. c'était plutôt le repos. Non, moi, il fallait pas Ouais. m'embêter en période prémenstruelle. Donc en période menstruelle, c'était surtout j'étais fatiguée, 2 jours de fatigue, vraiment épuisée. Et après justement la période préovulatoire, alors moi là c'était immédiat, j'avais un regain d'énergie, prête à abattre des murs, des cloisons, écrire 10 livres, je sais pas, mais beaucoup d'énergie et voilà, une vraie vigueur. Et puis la phase, donc là celle-ci on l'appelle la phase de la jeune fille. La phase préovulatoire. Et la phase ovulatoire qui est plutôt la phase de la mère où là, effectivement, on va plutôt rechercher le lien amoureux, rechercher le contact. S'il y a des sujets qui fâchent, on peut les aborder pendant cette période-là, parce qu'on va être beaucoup plus conciliante. Il faut les éviter pendant la période prémenstruelle, parce que là, on va plus avoir tendance à piquer. Mais en tout cas, cette phase de la mère, la phase de l'ovulation, nous sommes rayonnantes. Enfin, c'est vraiment un moment... d'abord qui est très valorisé sociétalement parlant. Donc, en plus, nous sommes valorisés pendant cette phase. Et puis, c'est une phase qui est agréable. Et ensuite arrive la phase prémenstruelle, où là, nous arrivons à ce qu'on appelle l'enchanteresse, qui est vraiment en dents de scie. Enfin, moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'étais au top et des moments où j'étais pas du tout au top. J'étais fatiguée. Et là, il fallait pas trop me chercher, en réalité. Là, je portais un bracelet avec des perles violettes. C'est bien comme ça. Et des clous. Et des clous, comme ça, Et donc, moi, je ressentais, j'ai beaucoup aimé ce temps où je suis allée à la rencontre de mon cycle menstruel. Je trouvais ça hyper intéressant. Parce que, du coup, même au niveau de notre énergie, au niveau de notre emploi du temps, c'est intéressant de se dire, tiens, là, je vais avoir de la forme, je peux peut-être faire des choses, là, je vais être plus ouvert, donc je peux aborder certains sujets que j'ose pas aborder à un certain moment. Et puis, moi, clairement, à partir de la phase prémenstruelle, j'avais quand même besoin un peu de repos et puis même un peu parfois de retrait. C'est-à-dire de pas être submergée par trop de sollicitations extérieures. Mais le truc des bracelets, je crois que ça parlait bien. C'est un bon tips. Ouais, ça parlait bien à toute la famille. Et donc, ça vaut avant de pouvoir porter les bracelets, ça vaut de reconnaître ce qui se passe pour soi et de le transmettre, de le dire en tout cas. Et est-ce que sa vous avez famille. des fois, il y a des applis ou il y a des livres ou des choses pour que justement les femmes qui connaissent pas, déjà les femmes qui sont sous pilule, c'est assez compliqué je trouve, de trouver son cycle.
Mais pour celles qui sont pas forcément sous pilule, est-ce que vous avez des petits Moi, j'utilise une app de tracking de mes règles, dans lesquelles je note mes symptômes. En 2-3 minutes, je note le premier jour des règles. Comme ça me permet de savoir quand ça va tomber. Ça me dit, ça va être dans 3-4 jours. Comme ça, je peux prévoir, savoir ce que je ferai à ce moment-là. J'aime bien, je trouve ça pratique à utiliser. Mais c'est vrai que l'idée de calendrier, comme tu dis, effectivement, ça, sur ce genre d'appli, de savoir où est-ce qu'on en est et même de le ressentir. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que peu de gens le font, de se dire, là, je vais être justement plus ouverte. Donc, du coup, je vais aborder des sujets un peu plus compliqués. Là, j'aurai plus de forme. Donc, mes projets un peu importants, je vais les mettre dans ce truc-là. Et c'est vrai que, c'est la première fois, alors que ça me semble une évidence, mais que j'entends parler quelqu'un et je me dis attends mais moi ça fait je sais pas combien de temps que j'ai mes règles, jamais je me suis bossée en me disant voilà, je prends mon calendrier par rapport à mes règles et là je vais pouvoir faire ça plus ça plus ça. Moi j'ai lu un bouquin là-dessus justement pendant le confinement. Lequel? Lune rouge de Miranda Gray, parce que c'est elle qui a beaucoup parlé des archétypes en lien avec le cycle menstruel. Et elle a écrit un deuxième livre qui s'appelle La femme optimale, où là, elle donne vraiment des conseils en fonction des différentes phases du cycle menstruel. Et moi, je le recommande vraiment. Dès lors qu'on s'intéresse au cycle menstruel, le livre Femme optimale est vraiment incontournable. Le livre Lune rouge a plus un aspect spirituel. Moi, je trouve que c'est aussi à inclure, parce que nous sommes composés de tout ça. Et moi, je repérais par rapport à un mandala lunaire, donc c'est en forme de fleurs, et il y avait tous les jours du mois comme ça, et je le coloriais en fait en fonction des différentes humeurs que j'avais, comment je me sentais, ou bien je pouvais mettre 2-3 mots. Et après, il y avait une application, moi à l'époque, il y avait Flow, je sais pas si ça existe encore. Voilà. Alors je sais il y a l'iPhone aussi. Voilà, je sais que je fais des fois sur l'iPhone. Mais après l'iPhone, ça te dit moins. En fait, souvent, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est que ces applications, c'est aussi genre pour tomber enceinte, parce qu'ils vont te dire... Oui, donc, il y a ce côté... Après, il y a d'autres... Les Clou, tu vois, que j'utilise, ils ont 2 modes. Ils ont le mode « je veux un bébé » et ils ont le mode « je suis en périménopause ». Et je veux suivre mes symptômes spécifiquement. Donc, ça, c'est intéressant, Où tu en es dans ta vie, tu peux toujours l'utiliser de la façon la plus optimale. Bon, on mettra le lien. Et puis sinon, il y a l'agenda qui s'appelle Rêve de femme. D'abord, il y a plein de dossiers concernant le féminin, la femme, le cycle menstruel, l'alimentation au fil des saisons. Et au début de l'agenda, pour chaque mois, il y a ce fameux mandala lunaire pour pouvoir noter ses symptômes, ce qu'on ressent, ce qu'on va faire. Et puis une autre page où on peut noter plein de choses. Mais il est super. L'agenda Révèle de chez Rêve de femme. Il est encore temps de se le procurer, je pense. Nous ne sommes que au mois de mars. C'est ça. Donc, c'est tout à fait possible. Mais traquer traquer, ça vient de l'anglais, alors qu'en français, traquer, ce serait... Donc, suivre, en tout cas, apprivoiser, collaborer, coopérer avec son cycle menstruel, pour moi, c'est une étape importante d'en préparer et traverser sa périménopause. Et moi, j'ai une question, du coup. Est-ce que dans la ménopause, il y a des phases aussi, ou est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Oui, c'est quoi les phases de la ménopause? Ça commence avec la périménopause, en vérité. Et le mot ménopause, il concentre toute l'attention. Mais les femmes, dans ce dont elles souffrent, c'est de la périménopause. C'est des premiers symptômes qui démarrent quand elles sont encore dans leur quarantaine pour la plupart, qui les surprennent à un moment où elles sont pas prêtes, et qui sont à un moment où elles ont le moins de ressources pour y faire face. C'est des règles hémorragiques, elles arrivent, elles repartent, tu sais jamais quand ça va venir, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, du brouillard cérébral, c'est tout ça. Et ce qui est très déroutant pour celles qui sont pas préparées, c'est qu'elles savent pas qu'il faut le relier à la périménopause. Souvent, leur médecin généraliste, parfois même leur gynécologue, ne le comprend pas et ne le repère pas, parce qu'on parle de 34 symptômes différents, donc on peut avoir des choses qui sortent de l'ordinaire aussi, et qui sont quand même des symptômes de périménopause. Et en plus, elles n'ont pas non plus accès au traitement hormonal de substitution des oestrogènes qu'elles ne fabriquent plus, parce qu'elles en fabriquent encore. Et donc, on a tendance, en tout cas en France, à ne pas donner d'oestrogènes, et donc elles ont seulement recours à des compléments alimentaires ou le yoga pour justement calmer le mental et apprendre à accueillir. Mais c'est la période la plus difficile. Et puis en réalité, le mot ménopause, ça veut dire arrêt des menstruations. Donc moi, j'aime dire que la ménopause, en elle-même, elle dure juste une journée, c'est-à-dire le dernier jour des dernières menstruations. C'est 12 mois plus tard pour les médecins. Alors, donc nous sommes déclarés comme ayant eu notre ménopause lorsque ça fait 1 an que nous n'avons plus de cycle menstruel, mais la ménopause, c'est ça, c'est l'arrêt des menstruations. Et alors,
moi qui suis passée par là maintenant. Ouais. Donc, Et notre guide. en fait, j'étais hyper contente donc, quand la ménopause est arrivée. Donc d'ailleurs, je ne dis pas que je suis ménopausée, je dis que j'ai eu ma ménopause à 48 ans et je suis pas restée figée dans cet état-là et je suis pas ménopausée jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire que maintenant, j'avance dans ma vie. Donc la ménopause, c'est une étape, c'est un passage, mais c'est comme quand je suis enceinte, je suis pas enceinte jusqu'à la fin de mes jours. Donc pour moi, j'ai eu ma ménopause et maintenant, je passe à ma deuxième partie de vie. J'adore le terme midlife parce que je trouve qu'on n'a pas d'équivalent en français. Donc, j'aime bien utiliser ce mot-là aussi. Et moi, j'ai eu comme symptôme des bouffées de chaleur, des douleurs articulaires et puis une humeur très en dents de scie. Mais comme je savais que c'était lié à cette étape, je me suis dit, OK, moi, les bouffées de chaleur, j'ai adoré en vrai parce que j'étais toujours frileuse. Et donc là, c'est terminé, plus jamais frileuse. Donc j'adorais. Donc j'empile toujours les couches, moi, des petits débardeurs, des trucs. Comme ça, j'enlevais. Et donc, moi, je trouve que ça fait beaucoup d'effet que de se retrouver en débardeur en plein hiver quand tout le monde est avec des pulls. Et on est là, on sort nos meilleurs, nos meilleurs débardeurs. Donc, moi, j'ai adoré avoir des bouffées de chaleur. Et puis surtout, j'avais appris grâce à l'énergétique féminine, parce que la bouffée de chaleur, c'est du feu qui s'échappe en réalité. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas pour l'énergétique chinoise, c'est vraiment une énergie qui s'échappe. Donc moi, j'avais envie de la remettre à l'intérieur de mon corps, autant l'utiliser à quelque chose pour aller là où en tout cas je pouvais avoir des douleurs. Donc ça s'apprend, ça se fait par la respiration notamment. En tout cas, plus on a honte de nos bouffées de chaleur, plus on s'agite pour que ça se voit pas, et plus elles flambent. Donc j'ai envie de dire, pour les femmes qui pourraient avoir honte des bouffées de chaleur, il vaut mieux rester calme et tranquille. Avoir un peu le rose aux joues, parce que sinon ça monte vraiment beaucoup. Et les douleurs articulaires, c'était ce qui était le plus difficile parce que moi je pratique le yoga et là, waouh, sur le tapis c'était dur. Et si tu peux décrire les douleurs articulaires, mais c'était aux poignets et aux chevilles. Et donc, en fait, dès que je me posais sur mes poignets, enfin sur mes mains pour faire des postures et les chevilles, c'était une douleur assez aiguë. Mais comme j'étais préparée et que pour moi, c'était clair que c'était en lien, en fait, je me suis dit, OK, non, mais je continue. J'y vais quand même. Et puis, je faisais des mouvements de rotation des poignets, des chevilles tous les jours. Donc ça, je le décris dans mon livre, par exemple. C'est-à-dire que je mettais en place je relançais l'énergie dans tout mon corps au niveau de toutes les articulations. Et je suis bien obligée de l'avouer, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Même moi, j'y croyais pas. À un moment donné, je me disais, bon, combien de temps ça va durer? Ça a bien duré 2 ans. Et un jour, ça a été fini. Je me suis dit, mais pourquoi c'est parti comme c'est venu? C'était très étonnant. Est-ce que c'est en corrélation avec les règles et le dysfonctionnement des règles? Ah non, ça c'était après. C'est-à-dire que j'avais passé ma ménopause. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les 3 années avant ma ménopause, j'avais un cycle très irrégulier, très rapproché, puisque c'était toutes les 3 semaines, peu abondant, mais toutes les 3 semaines. Et puis, des humeurs un peu en dents de scie. Une fois que j'ai eu ma ménopause, donc là, moi, j'étais hyper contente. Je me dis, ça y est, j'entre dans mon deuxième printemps. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'étais hyper attentive à tout ce qui allait se passer. Et en fait, mes inconforts sont plutôt apparus à ce moment-là. Et parce que je n'avais pas tellement de bouffées de chaleur avant, j'avais pas de douleurs articulaires. Moi, les douleurs articulaires sont vraiment apparues en plus pendant le confinement. Alors, peut-être que c'est parce que je faisais plus de yoga, donc c'est venu plus sollicité. Donc, j'étais vraiment dans ma post-ménopause. Et donc, c'était pas du tout en lien avec le cycle menstruel. Okay. Même si, pendant 3 ans après avoir passé ma ménopause, je ressentais encore ma nature cyclique. C'est-à-dire, je sentais l'influence de mon cycle menstruel. C'était des règles fantômes? C'était pas des règles fantômes, c'était au niveau notamment de mon énergie. Je ressentais, j'étais encore vraiment dans la mémoire de l'énergie de mon cycle menstruel. Tu remettais les bracelets? Donc, je remettais pas mes bracelets, mais je me repérais par rapport à la lune, du coup, parce que je me disais, OK, donc, je sais que j'ai plus mes menstruations, mais je savais quand est-ce que j'avais mes menstruations. Elles tombaient au moment de la pleine lune. Donc, je regardais la lune et je me disais, OK, donc je repérais comme ça comment était mon énergie. Et c'est l'année dernière où vraiment je me suis dit, tiens, là, il y a un truc qui est en train de changer. C'est-à-dire, j'étais plus sous ce rythme mensuel, j'étais en train de passer sur le rythme des saisons. C'était vraiment très, très drôle. J'avais moins cette influence mensuelle sur moi, c'était plus en fonction des saisons. Et là, je le vois clairement, en vrai. Donc, en fait, ça, c'est bien aussi parce que ça fait ça nous met en pause. D'être moins cyclique. Oui, oui, ça nous met moins cyclique et vraiment, ça fait du bien.
Mais c'est vrai que le corps a une mémoire, du coup, effectivement, quand tu avais eu tes Mais règles pendant mais moi 35, c'était 40 ans, clair. enfin, je Ouais. veux dire, c'est vrai qu'il peut pas se stopper comme ça, Non. effectivement. Il faut... Moi en tout cas, c'est ce que j'ai vécu et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et là aujourd'hui, donc ça va faire pratiquement maintenant 5 ans que je n'ai ça y est, que j'ai eu ma ménopause. Et en fait, j'ai pas d'inconfort, j'ai pas de douleur articulaire. Ça m'arrive mais c'est très, très, très exceptionnel que j'ai des bouffées de chaleur, mais vraiment, c'est plutôt quand je mange du sucre, en fait. C'est plutôt un coup de chaud, mais là, je le relie à mon pic de glycémie plutôt qu'à une bouffée de chaleur. Et donc, je trouve que j'ai bien géré ma transition, si je puis dire. Ça n'a pas été forcément facile tous les jours, mais je savais ce que c'était, je savais comment y faire face, comment le traverser. Et je trouve que ça a été très chouette, en tout cas, de pouvoir le vivre comme ça. Et c'est ce qui m'a donné envie de transmettre, d'ailleurs, de se dire, OK, si on a le temps de s'y préparer, ça veut pas dire que on va pas avoir des inconforts, hein, parce que sinon ça se saurait. Moi, je dis qu'à chaque femme, il y a une ménopause qui est unique et que c'est pour ça que ça vaut d'aller quand même explorer. Et même si la femme prend un traitement hormonal, ça vaut la peine d'aller voir ce qui se passe pour soi et qu'est-ce que je peux mettre en place au quotidien pour me soutenir dans ce passage. Il y a un symptôme qu'on n'a pas évoqué, c'est la sécheresse vaginale, qui gêne énormément de femmes. Et quand tu disais la ménopause, finalement, c'est que la transition, en vérité, les médecins ils disent que la ménopause, c'est tout le reste de la vie. On est en statut ménopausique ou ménopausé tout le reste de sa vie. Et notamment pour les femmes qui ont cette sécheresse vaginale, ça peut durer très longtemps. Ça peut créer aussi des syndromes de... Ça peut faire des cystites à répétition pour certaines femmes notamment. Donc il faut vraiment s'en préoccuper. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes n'osent pas dire et restent avec ça. Et là, c'est vraiment quelque chose, je pense, sur lequel il faut agir. Toi, t'as eu ça ou pas? Alors non. Enfin, oui et non. En fait, je vais rebondir tout de suite sur ce que tu dis. C'est que pour moi, la ménopause, la périménopause, donc j'aime parler de périménopause parce qu'effectivement, ça va englober toute cette partie-là. Pour moi, c'est un amplificateur de de tous les déséquilibres qu'on avait déjà dans notre vie. Par exemple, quelqu'un qui a un mauvais sommeil, c'est sûr qu'à la ménopause, ça va pas s'améliorer. Une personne qui a de la sécheresse vaginale déjà ou des cystites, si elle prend pas soin de, d'équilibrer ça ou de faire quelque chose pour elle, c'est sûr que à la ménopause, ça peut s'amplifier. Donc moi, j'ai pas tellement souffert de sécheresse vaginale, tout simplement parce que je prends soin de mon vagin au quotidien depuis des années. Et que y a une huile fantastique pour ça, qui est l'huile de calendula. Et donc, ça, je trouve que de rendre vivant son vagin, tout simplement il y a le sexe partagé et puis il y a notre intimité. Et je trouve que ça vaut d'aller explorer cette intimité-là et de pas la remettre d'ailleurs entre les mains de quiconque et de déjà s'en préoccuper. Donc, de rendre vivant notre sexe en le massant, en mettant de l'huile de calendula si on le souhaite, en tout cas en ayant ce soin avec lui, ça participe à régler aussi la sécheresse vaginale. C'est vrai que quand on abandonne son sexe, parce que c'est ça aussi parfois, tellement ça peut être douloureux, on abandonne son sexe, là il faut remonter la pente. Donc, il y a des femmes qui l'ont. Moi, j'ai eu peut-être 2 fois où je me suis dit, ah tiens, mais sinon, pas du tout. Donc, ça n'est pas du tout une fatalité. Et encore une fois, je pense que c'est lié aux soins que j'accorde à ma sexualité. Et quand je parle de sexualité, là, je parle de ma sexualité avec moi-même, c'est-à-dire pas dans une sexualité partagée où je remets à l'autre la responsabilité de me donner du plaisir ou de s'occuper de mon vagin. Là, c'est de moi avec moi-même. Et moi, j'invite vraiment les femmes à explorer leur propre sexualité et d'aller voir ce qui serait bon pour elles et ce qui pourrait leur faire du bien. Ouais, c'est intéressant. Et il y a d'autres symptômes qu'on avait abordés par rapport... On a parlé rapidement du brouillard cérébral. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très handicapant. Moi, j'ai interviewé une femme qui m'a raconté qu'elle donnait un cours. Elle donnait un cours à Sciences Po devant des étudiants, donc c'est pas juste classe. Et elle était prof de droit et tout d'un coup, elle se souvient plus de ce qu'elle doit dire, de ce qu'elle doit enseigner. Elle était totalement bloquée et elle crevait de honte. Alors, elle a réussi à faire une pirouette et elle est revenue au cours suivant et elle a refait le déroulé du cours. Mais elle s'est dit, mais je suis devenue débile en fait. Et c'est quelque chose qui a été le plus difficile à vivre pour elle, ce brouillard cérébral qui a duré plusieurs années et qui lui donné le sentiment qu'elle avait perdu tous ses moyens, que ce qui faisait son intelligence avait totalement disparu et lui échappait.
son cerveau lui échappait. Et elle dit, bon, ça y est, maintenant j'ai retrouvé mon cerveau, ça va mieux, je me suis restabilisée à un nouvel état. Mais ce brain fog, brouillard cérébral, c'est un symptôme qui est peu connu et je trouve très handicapant. Alors, moi, c'est vrai que ça existe, mais en fait, il y a plein de raisons à ça, et pas que des raisons en lien avec la ménopause. Donc, on sait toutes maintenant que le système digestif est super important, et notamment, on parle beaucoup du microbiote intestinal. Et quand il y a du brouillard cérébral comme ça, moi, j'invite toujours les femmes à se questionner sur une potentielle parasitose ou candidose intestinale, ou si les femmes ont été exposées à des mycotoxines notamment, donc c'est le moisi qu'on voit sur les murs, ou dès lors qu'il y a eu des comment on appelle ça, des je suis en plein brain fog là, des inondations dans les appartements. En tout cas, le ce qui se passe dans notre corps, toutes ces fameuses bactéries qui sont là en trop, en fait, elles peuvent entraîner aussi ce brouillard cérébral. Donc, moi, je demande toujours à ce qu'on aille vérifier l'état du microbiote intestinal et du système digestif dans sa globalité. Parce que ça donne vraiment ça comme symptôme. Et puis, il y a quelque chose dont on parle très peu en France, qui est la toxicité au cuivre. C'est quand on a trop de cuivre dans le corps. Et ça peut aussi donner ce genre de symptômes. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, j'aime bien voir ce qui se passe au moment de la ménopause, qu'est-ce qui flambe, parce que souvent, c'est révélateur de quelque chose qui était déjà latent ici. Puis, il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé, qui est un peu en lien avec la sécheresse vaginale, c'est la libido. Il y a aussi parfois des pertes de libido. Et ça, je trouve que c'est vraiment aussi à remettre dans cette intimité à avoir avec soi. Et moi, dans les personnes que je reçois, souvent, il y a plus de libido parce que peut-être que la sexualité avec leur compagnon ne leur plaisait pas. Donc, c'est un moyen de dire, je suis ménopausée, j'ai plus de libido, chérie, donc ça va s'arrêter là. Donc, c'est aussi se questionner. Je trouve que ça vaut de se dire, ok, j'ai peut-être plus de libido parce qu'il y a plein de choses auxquelles je ne consens plus. Et ça peut être un moyen plutôt que de dire non, ça me plaît pas, de dire voilà, j'ai plus de libido. Donc c'est tout un vaste sujet à explorer et à voir voilà, qu'est-ce qui se passe derrière la libido. Je connais une autre personne, elle, c'est parce qu'elle s'était engouffrée tellement dans des activités spirituelles, qu'elle était tellement nourrie en haut, qu'elle avait abandonné en fait sa sexualité. Je sais pas si tu as interviewé des personnes. Moi, j'ai hâte d'interviewer un médecin qui est professeur de médecine sexuelle et andrologue et qui donne de la testostérone aux femmes qui retrouvent pas leur libido alors qu'elles la cherchent. Des femmes qui sont pas en abandon du couple, etc., qui ont fait un travail là-dessus, qui savent que elles voudraient vraiment reprendre une activité sexuelle avec leur mari. Alors après, les termes techniques, je sais pas, mais moi je suis hyper étonnée de savoir que ça existe parce qu'en fait on n'en parle pas du tout, mais c'est une des façons de se soigner dans ces cas-là. Surtout qu'à la ménopause, après, parce que en fait la sécrétion d'œstrogène, elle s'arrête pas brutalement comme ça, hein, ça va diminuant bien après la date de la ménopause, mais effectivement le corps de la femme est censé produire un peu de testostérone. Les hommes en ont moins et nous on en récupère en réalité. Et c'est ça d'ailleurs qui crée aussi un décalage, c'est que après la ménopause, on a plutôt une bonne énergie en ayant passé cette transition, alors que les hommes en avançant en âge, ils ont plutôt tendance un peu à pas affaiblir, mais en tout cas on n'est plus sur la même dynamique. Et du coup, en parlant des hommes, justement, donc il y a l'andropause, Oui. qui est pareil, très peu connu. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que moi, c'est un mot que j'ai appris il y a peu de temps, en fait. Ouais. On commence à en parler, ouais. Les hommes peuvent ressentir des bouffées de chaleur, j'ai découvert ça. Et puis aussi tout un panel de manque de désir pour la vie, pas seulement de libido, mais de fatigue, etc. À un moment qui est lié à la baisse de testostérone ou simplement à un très grand stress et une dysfonction érectile, c'est-à-dire on comprend que c'est pas au top de ce côté-là. Et ça s'appelle l'andropause. Alors après, combien d'hommes ça représente? Il y a des chiffres assez variables. On parle de 10% des hommes, mais peut-être que c'est beaucoup plus. Mais effectivement, ils sont pas du tout écoutés parce qu'ils s'écoutent pas eux-mêmes là-dessus. Donc il y a vraiment un autre tabou à faire exploser. Et est-ce qu'il y a un âge pour l'andropause comme pour les femmes, ou c'est comme eux, ils sont pas Non, forcément... pas du tout, parce que c'est juste la baisse progressive de la testostérone qui peut
chez certains hommes, baisser beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite. Et donc, parfois, pour certains, vers 45-50 ans, c'est déjà présent et c'est très handicapant. Quand ça baisse très lentement et qu'à 80 ans, c'est bas, à 80 ans, ça tombe plus à grand chose, donc ça va. Quand ça arrive plus tôt, ça peut être très déroutant pour un homme. Face à l'impératif de virilité, voilà, chacun a son poids. Ouais, exactement. Et puis face aux femmes qui ont ce feu qui renaît aussi, c'est clair. Et cette testostérone qui arrive. Non, mais c'est vrai, qui arrive. Et alors, effectivement, c'est un mot où on comprend que c'est le vieillissement qui s'installe, si ce n'est que nous, clairement, la ménopause correspond à l'arrêt d'une fonctionnalité. Voilà, c'est ça, parce que alors que les hommes, il n'y a pas d'arrêt de fonctionnalité. On met en parallèle l'andropause et la ménopause. Est-ce que ça, c'est... Et je pense que c'est d'ailleurs un travers, parce qu'effectivement, l'andropause, c'est le vieillissement de l'homme, alors que la ménopause, c'est l'arrêt de notre fonctionnalité. Et c'est pas parce que d'un seul coup, nous sommes ménopausés que nous sommes tombés dans la vieillesse. C'est intéressant. Ouais. Et question aussi, on dit souvent que pour savoir quand est-ce que arrivera notre ménopause, il faut demander à notre mère à quel âge elle a eu, que c'est héréditaire, ça vous... Héréditaire, je sais pas, mais en tout cas, c'est un bon signe pour se projeter. Ouais, moi j'ai entendu le gynéco me parler d'un chiffre, 85% de bonne prédictibilité de la ménopause de ta maman, pour savoir quand ça va t'arriver. Donc ça vaut de parler à nos mères, en tout cas, de poser des questions si elles n'ont pas envie de transmettre, en tout cas d'aller poser des questions et de poser des questions peut-être aussi sur la lignée des femmes, c'est toujours riche et intéressant d'en apprendre. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à la nutrition, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut plus manger? Ou là, vous avez parlé du yoga qui peut être intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui... Moi, je me prépare à moins manger de sucre. C'est la seule chose où je me dis, là, il va vraiment falloir que j'arrête d'en manger autant. Là, il faut que je commence à m'habituer, voir si j'y arrive. Tu as raison, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les œstrogènes nous aident à mieux, à mieux réguler l'insuline et le pic de glycémie. Et avec l'âge, nous devenons plus ce qu'on appelle insulino-résistante. Et donc, plus tu mets du sucre dans ton alimentation et plus il y a des variations de glycémie, alors qu'il faudrait que cette glycémie soit la plus stable possible. Moi, il y a un conseil que je recommande en priorité, c'est déjà le matin de manger protéiné et salé, tout simplement parce que ça permet de maintenir la glycémie stable. Et plus nous allons manger sucré le matin, et plus ça va déterminer notre niveau de sucre pour la journée. Et moi, j'en ai fait l'expérience parce qu'effectivement, je mange pratiquement plus sucré depuis maintenant quelques années. Alors, c'est par goût aussi. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, c'est nos bactéries qui nous appellent du sucre. Et donc, en modifiant son alimentation, ça c'est l'épigénétique que j'adore, c'est-à-dire en modifiant notre alimentation régulièrement, quotidiennement, on arrive à faire bouger les choses. Donc, commencer par un petit déjeuner protéiné, salé, donc avec des protéines de bonne qualité, que ce soit des protéines animales ou végétales. Donc, moi, je privilégie plutôt les protéines animales parce que nous sommes sûrs que nous avons des protéines pures. Dans la protéine végétale, souvent, comme ce sont des céréales, sauf pour le soja, mais l'index glycémique va être plus élevé. Donc, toujours partir avec des protéines. En fait, considérer le petit déjeuner comme un déjeuner ou un dîner. Et ça, je sais que dans notre culture, c'est pas évident, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont sur des petits déjeuners sucrés. Et ça, tu as raison, Aude, de t'y préparer, parce que c'est un des secrets pour d'abord pour être en meilleure santé et pour aller mieux, pour avoir sa vitalité. En plus, les protéines le matin participent à fabriquer ce qu'on appelle de la dopamine, qui nous met en action, qui nous met cet entrain, cet élan, cette envie d'explorer les choses. Donc, en plus, ça nous met dans une bonne énergie et ça évite les coups de barre à 11 heures. Moi, je sais que depuis que je suis passée sur un petit déjeuner comme ça, en fait, mon déjeuner, je le fais que vers 13h30, 14h. Ça me tient et j'ai une super énergie le matin. Et j'en profite parce que... Voilà. Et puis, donc limiter le sucre. Moi, je dis aussi de reconnaître dans son assiette des aliments qu'il y a. Donc, le moins de produits transformés possible. Et ne pas attendre d'être très affamé pour manger. Parce que là, en fait, ça crée un stress physiologique qui fait entrer en jeu le cortisol,
qui va aller chercher, qui va taper à la cellule, dire j'ai besoin de sucre là maintenant, il faut se bouger. Donc il remet du sucre en circulation dans le sang, et donc là il y a du sucre qui circule dans le sang, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'insuline qui arrive, et en fait ça nous met dans un cercle vicieux. Et donc moi je l'ai testé, parce que parfois j'attendais d'avoir faim pour manger, et j'attendais trop, et je sentais vraiment comment mon corps se mettait en stress physiologique. Donc moi je recommande après chacune fait comme elle le souhaite, il n'y a pas de règle absolue. Je trouve que c'est important là encore d'écouter son corps et de savoir ce qui est bon pour soi, mais en tout cas de pas attendre d'être vraiment d'être complètement affamé pour manger, parce que souvent quand on a très faim, on va plutôt se ruer sur un truc sucré on a l'impression que ça va nous donner tout de suite de l'énergie. Donc voilà, ce serait plutôt vraiment ces quelques conseils. Et puis bien s'hydrater tout au long de la journée, ça aussi c'est sûr. Et dis donc, on arrive presque à la fin de l'émission. C'est passé très vite. C'est passé super vite. Vous avez un mot de la fin ou que vous avez envie de dire, quelque chose d'autre, par exemple? T'as quelque chose que tu as envie de partager? Ouais, alors pour moi, ça a été un vrai chemin de transformation, d'aller à la rencontre de toutes ces femmes et leur poser ces questions-là. Je me sens beaucoup plus sereine aujourd'hui, d'avoir pu poser ces questions et d'avoir eu ces réponses, et d'être apaisée, de voir tout ce qu'il y a devant moi, toute cette énergie créatrice et qui va s'épanouir, et ça, je trouve que c'est un très beau cadeau. Le mot de la fin pour moi, ce serait que si toutes les femmes pouvaient percevoir la ménopause dans une dimension initiatique et non pas comme un passage brutal. Et quand je dis ça, en fait, c'est parce que finalement, sans le savoir, c'est ce que j'ai vécu. Et notamment, je dis toujours que mon livre, c'est la manifestation dans la matière de tout ce déploiement de potentiel et de créativité, parce que jamais j'aurais imaginé un jour écrire un livre. Et quand ça m'a été proposé, donc ça faisait déjà 3 ans ou 4 ans que ma ménopause était passée, donc j'ai toujours dans l'attente, le deuxième printemps, il vient pas vite, quand est-ce qu'il arrive? Ce déploiement de potentiel, bon, bref. Et en fait, quand ça m'a été proposé, c'est-à-dire que tout le processus avait été mis en place, et quand ça m'a été proposé, mais ça a été un oui confiant, presque inconscient, moi qui n'avais jamais écrit, et je me dis, ok, en fait, c'est là, quoi, j'y suis. Et ça va pas s'arrêter demain. Je me dis, maintenant, ça peut faire que avancer sur ce chemin-là. Donc, j'ai envie de dire de faire confiance au processus qui va s'installer dans ce passage de la périménopause et de la ménopause, et de pas avoir peur de ce qu'il va y avoir après. Parce que ce qu'il y a après, moi, je trouve que c'est encore plus beau, et pour rien au monde, je referais tout ce que j'ai déjà fait. Moi, j'ai envie de continuer à voir ce que la vie va me proposer. C'est super, merci. C'était hyper intéressant. Et on mettra d'ailleurs le lien de vos 2 podcasts, parce que je pense effectivement, comme tu disais, du coup de discuter avec ces femmes, c'est hyper inspirant, hyper rassurant, et en fait c'est comme ça en fait, ouais. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, moi j'ai beaucoup appris, et je me sens très sereine avec cette émission, donc ça fait du bien. Oui, merci vraiment pour tout. Et puis on mettra le lien de ton livre avec plaisir. On essaiera de retrouver tous les liens et tous les tips que vous avez donnés. On essaiera de les mettre en description. Et voilà, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre générosité. Et merci à vous. Merci beaucoup. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.